La guerre menée par l'Allemagne nazie dans les Caraïbes n'est pas l'épisode le plus connu, et pourtant, non seulement elle aurait pu retarder la libération de l'Afrique du Nord et de la forteresse Europe, mais également affecter les Antilles françaises ainsi que la Guyane. Car le sort de ces territoires outre-mer était lié à plusieurs villes du littoral atlantique qui ont accueilli, bien malgré elles, les gigantesques bases sous-marines bâties par les Allemands sous l'occupation. Brest, Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle et Bordeaux. Tout commence à l'Armor-Plage, Morbihan, dans le secret de l'élégante villa Kerlilon, qui se dresse face à la mer. En 1940, immédiatement après la défaite française, le vice-amiral Karl Dönitz y installe ses quartiers généraux d'où sont commandés les U-Boats, abréviation d'Unterseeboot, qui signifie sous-marin en allemand, opérant dans l'Atlantique. 5 ans plus tard, l'officier allemand, surnommé le Lion, sera désigné par Adolf Hitler comme chancelier avant que ce dernier ne se tire une balle dans la tête dans Berlin en ruine. Ancien sous-marinier durant la Grande Guerre, foncièrement antisémite, Karl Dönitz est le père des redoutables U-Boats. Car si au cours de cette guerre, la flotte de surface de la marine allemande, la Kriegsmarine, n'était pas en mesure de rivaliser avec la redoutable Royal Navy, les U-Boats sont le cauchemar des Britanniques. Les exploits de leur jeune commandant convainquent Adolf Hitler, d'abord réticent, de valider leur fabrication en masse, plus de 1000 en quelques années. Les U-Boats sèment la mort et la destruction sur les océans afin de regagner, délestés de leurs torpilles, leur abri dans de gigantesques forteresses de béton bâties tout au long du littoral atlantique à l'image de celle de l'Orient. Des bases mises en chantier sur le littoral ouest, pas celui de la Manche, trop exposé aux attaques anglaises dès le début de l'occupation, pour offrir un accès direct à l'océan Atlantique. En ce début 42, la situation militaire a changé. Les Américains, jusqu'à la neutre dans le conflit, sont en guerre avec l'Allemagne, après l'attaque japonaise contre Pearl Harbor. Les U-Boats écumant depuis 1940 l'Atlantique Nord et la Manche pour asphyxier la Grande-Bretagne avaient jusqu'à là interdiction d'attaquer les navires américains au risque de réveiller l'oncle Sam. L'interdiction est désormais levée et dès les dernières semaines de l'année 1941, les U-Boats humilient une Amérique impuissante en coulant des pétroliers devant New York avec une facilité déconcertante. La propagande allemande exulte et les sous-mariniers ont le statut de légende vivante. Karl Dönitz veut profiter de la faiblesse américaine pour élaborer un raid dans les Caraïbes. Le secteur est tellement éloigné de l'Europe qu'il est faiblement défendu. Ce 16 janvier 1942, à l'Armor-Plage, Karl Dönitz explique aux 5 jeunesses attablés devant lui qu'une opportunité de tailler en pièces les pétroliers qui circulent entre les deux Amériques s'offre à eux. L'or noir provient du Venezuela, d'où est extrait quotidiennement l'équivalent de 500 000 barils d'essence et de carburant diesel. Ce pétrole est raffiné dans 3 îles, Trinidad, Curaçao et Aruba, 3 sites hautement stratégiques pour les Alliés qui, dans le courant de cette année 42, envisagent un débarquement militaire en Afrique du Nord, marchepied vers l'Europe. Le vice-amiral explique que l'île néerlandaise d'Aruba, au sud des Antilles, abrite des raffineries gigantesques d'où sortent chaque jour l'équivalent de 300 000 barils qui irriguent les moteurs des avions et des bombardiers alliés. Le 19 janvier, un groupe de 5 sous-marins appareillés de l'Orient. Ils seront rejoints en mer par des sous-marins italiens opérant depuis Bordeaux. Destination, les Antilles, nom de code de l'opération Neuland, Nouvelle Terre. L'attaque est fixée au 16 février. La longue traversée de l'Atlantique est paisible. Ordre a été donné de ne pas se faire remarquer et de ne couler aucune cible, sauf s'ils croisent un grand cuirassé ou un porte-avions allié. Le 13 février, le sous-marin U-156, basé à Lorient, se place en position devant Aruba. Le submersible se fait discret le jour en restant en plongée et fait surface à la nuit tombée pour effectuer des repérages autour des raffineries. Illuminé comme un sapin de Noël géant. Aucun blackout. L'île est sans défense. Des canons fraîchement fournis par les Américains gisent à terre en pièces détachées. La nuit du 16, le U-156 passe à l'attaque. Il tire ses torpilles et coule d'emblée 2 pétroliers à l'ancre dans le port de Saint-Nicolas. Puis il fait surface et les artilleurs montent sur le pont. Au cœur de la nuit tropicale, il se positionne autour du puissant canon de 105 mm et le pointe vers les silos qui se dressent à terre. Mais un accident survient. La table de bouche, le couvercle du canon n'a pas été retiré et l'obus
explose sur le pont. 2 sous-mariniers sont grièvement blessés, déchiquetés par des morceaux de métal. L'un meurt rapidement, le second, le sous-officier Dietrich von der Born, 22 ans, doit être amputé de la jambe gauche, mais il peut survivre à condition d'être soigné rapidement. Pour le commandant du U-156, Werner Hartenstein, il est hors de question de rapatrier le blessé à Lorient. Le blessé décéderait en cours de route, mais surtout le U-boat n'exploiterait pas l'effet de surprise et dispose encore de nombreuses torpilles qui causeront de gros dégâts aux Alliés. Depuis Berlin, ordre est donné de déposer le blessé sur une terre qui n'est pas hostile à l'Allemagne. Ce sera la Martinique. La nuit du 20 février, discrètement, le U-156 s'approche de la colonie française. Le sous-marinier est déposé dans une barque en périphérie de Fort-de-France, à la pointe des Nègres, et pris en charge à titre sanitaire. Pourquoi Werner Hartenstein se méfie de la réaction de ces Français de Vichy, et pourtant il peut être tranquille, sous les ordres d'un officier normand, l'amiral Robert. Originaire de Courseulles-sur-Mer, près de Caen, la Martinique est contrôlée par des troupes métropolitaines favorables au régime de Vichy. À 8000 km de Berlin, l'Allemagne bénéficie d'un soutien inattendu avec la présence d'officiers de marine qui sont un relais zélé de la politique du maréchal Pétain, une forme de dictature tropicale appliquée par des officiers racistes, anglophobes et surtout admiratifs de la supposée invincibilité allemande. La presse est alors censurée, la torture pratiquée, les marins traquant sans relâche les signes d'hostilité dans une population majoritairement favorable à la reprise de la lutte contre l'Allemagne. Toute l'administration de la Martinique est aux mains de la marine de Vichy. Ce sont les marins qui contrôlent tout, y compris la poste par exemple, qui est un service public. Il y a des représentants de l'amirauté qui sont là et qui ouvrent et contrôlent le courrier. Des images d'archives montrent que de jeunes Martiniquais défilent sur la place de la Savane à Fort-de-France, effectuant le salut fasciste lors de manifestations organisées par le régime. Le poète surréaliste André Breton raconte comment il a débarqué dans l'île quelques semaines après avoir embarqué en mars 1941 sur le Capitaine Le Merle, un cargo parti de Marseille avec à son bord des personnalités fuyant l'Europe occupée. À destination des Amériques, le navire fait escale en Martinique, pensant y trouver du repos au terme d'une traversée épuisante. Le poète ornais est immédiatement parqué dans un camp de transit. Au sujet des autorités, il écrit dans Martinique charmeuse de serpents. Étrange police, en vérité, encore française à en croire l'uniforme, mais si imparfaitement telle qu'on se figure en général la police allemande. Soigné à l'hôpital militaire de Clarac, le sous-marinier allemand Dietrich von der Born est remis sur pied. Il n'est pas prisonnier puisque l'administration collabore avec l'Allemagne. Avec une grande discrétion, le jeune homme est déplacé d'un hôtel à l'autre. Des notables lui prêtent une voiture et il est souvent invité dans de riches familles béquées, des descendants des premiers colons. Il ne passe pas inaperçu parmi la population qui croise sur leur île pour la première fois de l'histoire un représentant de l'antagoniste éternel du peuple français, le soldat allemand, le teuton. L'image que les gens avaient ici, c'est une image un peu diabolique. Les gens disaient en créole, l'allemand c'est le diable. La présence du sous-marinier, mutilé et isolé, sans son uniforme, comprenant mal le français, modifie quelque peu cette perception. Les gens ont vu que c'était un être humain comme un autre, et sérieusement diminué physiquement, et n'ayant pas l'air d'un diable du tout, mais d'un être humain.